Nous, l'enjeu maintenant, c'est plus en termes de volumétrie. On a des volumétries qui sont très très conséquentes sur des périodes de pic très courtes. Mhm. Et du coup, en fait, l'enjeu, c'est d'être bon dans ces moments-là. C'est Ah, vraiment effectivement. c'est que ta satisfaction client, elle soit très forte dans ces périodes où tu dois absorber une charge qui est extrêmement forte. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy, votre hôte pour ce nouvel épisode du Brand Podcast et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver parce que je suis en très bonne compagnie. Je suis en compagnie de Romain Coirot qui va se présenter d'ici quelques minutes. Pour les gens qui découvrent le podcast via cette émission, je rappelle que le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider à créer les marques de demain en s'adaptant aux défis du digital. Voilà, quand je dis marque, ça inclut B2C, B2B, personal branding, donc tout ce qui va avoir un rapport avec le prisme de la marque. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain. Romain, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Eddy. Je suis donc Romain Coirot. Je suis le directeur général de LalaLab. Pour ceux qui ne connaissent pas LalaLab, nous sommes une application mobile euh, qui permet à tout le monde d'imprimer tous ses souvenirs, toutes ces photos qu'on a cachées dans son téléphone, et de les transformer dans des produits très cool, que ce soit des albums photos, des tirages vintage, des posters, des magnettes. Mhm. Euh, voilà, on est présent dans plus de 70 pays dans le monde. Félicitations. Merci beaucoup. Et voilà, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis arrivé chez LalaLab. Donc j'ai pris la suite des fondateurs qui Mhm. étaient Jérémy Charrois, Julien Falto, Julien Filbert. Mhm. Et j'ai tenté de continuer à faire grandir cette très chouette entreprise. Ok, super cool. Bah, du coup, c'est bien parce que tu as déjà présenté la lab alors que c'était ma deuxième question. Donc, on va pouvoir enchaîner sur la suite. Au programme de l'émission, aujourd'hui, on va parler pas mal d'expériences de marque parce qu'en faisant les petites questions, je me suis rendu compte que c'était un truc qui me chiffonnait, où j'avais plein de questions. On va parler légèrement à la toute fin de communication, mais on en avait déjà pas mal parlé dans le dernier épisode. Donc, cette fois-ci, on va essayer de diversifier un petit peu. Voilà, tu l'as mentionné dans l'intro que ça fait 3 ans du coup que tu as repris entre guillemets les rênes de la boîte. Et en me documentant un petit peu sur la boîte, je me suis rendu compte qu'avant ça s'appelait Polagram et que c'est devenu Lab en 2015, ce qui veut dire que ça fait 6 ans que finalement le nom existe dans l'imaginaire collectif. Et du coup, ma première question, elle va porter sur la stratégie de marque. Donc du coup, j'aimerais savoir en fait, quand toi t'es arrivé finalement, est-ce que vous avez eu une réunion avec du coup tes nouveaux collaborateurs, etc., pour définir la stratégie de marque pour les prochaines années? Puisque pour faire perdurer un nom comme ça, pour donner un peu plus de contexte, même si d'habitude je parle pas autant dans les épisodes, la Lab c'est une marque que j'ai l'impression d'avoir toujours connue, alors que j'ai jamais utilisé vos produits. Et c'est quand même assez impressionnant, faites partie des rares personnes que j'ai l'impression d'avoir toujours connu alors que bah, finalement les produits n'étaient pas là. Et du coup, voilà, j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu plus d'infos sur comment finalement on définit une stratégie de marque sur le long terme et si vous avez eu cette réunion, quelles ont été les étapes, etc. etc. Non, mais c'est une très bonne question et c'est souvent une remarque que j'entends. Mhm. C'est que les gens ont souvent cette application, l'application sur leur téléphone, Mhm. mais ils savent plus vraiment comment ou quand ils ont téléchargé l'appli. Mais c'est vrai que c'est une marque qui a pénétré beaucoup de smartphones depuis des années et que les gens effectivement connaissent. Mais juste pour revenir un petit peu Mhm. sur la genèse du nom LalaLab, effectivement, on s'appelait Polagram au début Mhm. parce que dans les premières années de LalaLab, le cœur et le core business de LalaLab, c'était vraiment l'impression de photos vintage. Ok. Donc on appelait les photos Polaroid. Ça, et puis on faisait donc beaucoup de tirages Polaroid et des box aussi, des Lala box, donc des box avec des formats Polaroid. Et Mhm. on communiquait beaucoup sur le nom Polaroid et on s'était fait taper dessus un petit peu par Polaroid à l'époque. On avait reçu les lettres d'avocats de Polaroid et d'ailleurs nos concurrents qui s'appelaient Polabox aussi à l'époque avaient également connu
les mêmes problèmes Ok. et du coup Jérémy avait switché de nom et on était parti sur La La Lab. Alors vraiment, il y a pas de, c'était avant La La Land hein, d'ailleurs, je crois, Mhm. avant le film, mais c'était, je pense que les fondateurs voulaient un nom qui soit facile à retenir, Mhm. qui sonne bien. Il y a dans la lab, il y a le labo photo, donc il y Ok. avait quand même une petite, un petit rapport à la photo et l'impression photo. Et c'est vrai que ce nom, il reste dans l'esprit dans l'esprit collectif et il y a une belle stickiness Mhm. sur ce nom-là. Et après, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on fait perdurer une marque dans le temps et est-ce qu'on parle de stratégie de marque? Évidemment, nous tous les ans, on se fait ce qu'on appelle un strat day où Ok. toutes les équipes présentent leur roadmap, les bilans de l'année précédente et les enjeux stratégiques de l'année suivante. Et Ok. évidemment, les problématiques de marque, de branding et de marketing sont intégrées là-dedans. Moi, tout mon job depuis que j'ai repris la marque, la boîte, c'était, enfin, La Lab depuis ses débuts, en fait, a des résultats extrêmement forts et extrêmement positifs sur tous les items de préférence de marque. Ok. Donc, si tu veux, quand les gens ont une expérience avec la Lab, Mhm. que ce soit enfin, à travers une commande ou à travers la réception d'un produit, l'unboxing ou même une interaction qu'ils ont pu avoir avec le service client, les gens ont un retour extrêmement positif de la marque La Lab. C'est une marque qui est aimée par les personnes qui interagissent avec elle. Ok. Et donc, tout le boulot pour moi depuis les équipes depuis des années, c'était de continuer à créer cette love brand et à faire voilà, que cette marque continue d'être appréciée par sa cible, hein, Mhm. par ses clients. Et quand même, il faut quand même la faire évoluer. Donc voilà, c'est tout l'enjeu, c'est de mettre le curseur sur comment est-ce qu'on renouvelle ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se réinvente tout en restant proche des gens. Et donc, bah voilà, il y a une petite, on va dire une petite secret sauce de la Lab dans la manière dont on fait les choses, Ok. euh, qui, euh, qui fait qu'on réussit à durer dans le temps. Là, on a fait évoluer assez récemment notre plateforme de marque. Mhm. On a eu des nouvelles réflexions un petit peu sur quelle est cette identité de marque, quels sont nos personas, quel est notre cœur de cible, quel est notre vrai positionnement. Et puis, on l'a fait également évoluer en termes d'identité visuelle et d'identité graphique. Et après, une fois qu'on a posé toutes ces bases-là, bah, le plus dur, c'est de décliner cette nouvelle identité sur tous tes supports de communication, tous tes points de contact, Ok. pour qu'il y ait une véritable cohérence en fait en termes d'identité, Mhm. tout simplement. C'est vrai que ces dernières années, comme tout a été très vite, il y a eu les équipes ont grandi beaucoup, les équipes design également. Et quand tu as des équipes qui grandissent beaucoup, bah, c'est vrai que chacun interprète un petit peu à sa façon la marque La La Lab Mhm. et, et, et comment est-ce elle doit exister. Et c'est pour ça que c'était important de remettre les bases avec une identité, une plateforme de marque qui soit commune pour toutes les équipes. Ok, ok, d'accord. Donc si je devais faire un espèce de récapitulatif, finalement, il y a un premier enjeu qui serait la continuité du travail qui a été bien effectué par le passé, puis il y a aussi un gros travail sur la plateforme de marque pour aligner toutes les équipes et répondre aux questions que tu as mentionnées, donc votre persona, etc., etc. Ok, parfaitement clair. Exactement. Seconde question, tu m'as mentionné, c'est bien parce que tu annonces mes questions avant que je te les pose, donc tu lis dans mon esprit. Tu m'as parlé de vos clients, et ça aussi c'est un truc que j'ai vu beaucoup. C'est d'ailleurs, vous l'affichez sur votre site et vous avez parfaitement raison, plus d'1 million de clients satisfaits, des milliers d'avis positifs sur l'application, etc. Donc ce qui prouve le bon travail antérieur. Moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de votre parcours client et surtout le parcours client digital. Puisque vous êtes une app, et du coup,
avec l'app, bah, les gens arrivent à faire des impressions, etc. Est-ce que tu pourrais nous le schématiser brièvement, donc pré-achat, achat, post-achat, à quoi ça ressemble? Et surtout, quand on est à ce niveau de performance et de satisfaction client, sur quels axes avec tes équipes vous travaillez pour continuer à améliorer les choses? Parce que là, on pourrait se dire que vous êtes arrivé à une espèce de plafond de verre finalement. Ouais, écoute, très bonne question. Sur le parcours client, le parcours digital, effectivement, nous on est app-centric, on est app first, mais à un moment on était quasiment app only. Enfin, en tout cas, ce qui nous a différencié nous sur ce marché de l'impression photo où les acteurs historiques étaient des acteurs du web to home, Mhm. il y a encore 9-10 ans, c'est que bah, justement il n'y avait pas de solution mobile via une application pour pouvoir imprimer toutes ces photos, notamment avec l'émergence des réseaux sociaux et toutes les photos qu'on avait sur Facebook. Bah, les acteurs historiques n'avaient pas proposé cette solution, donc c'est comme ça qu'on a disrupté le marché en proposant une app mobile. Donc c'est vraiment dans notre ADN depuis toujours. Et c'est vrai qu'on a, comme on était des équipes relativement réduites et que le marché, la croissance du marché était essentiellement sur la partie mobile, app mobile, on s'est toujours concentré là-dessus et aujourd'hui encore, 95% de notre chiffre d'affaires provient Ok. des apps Android et des apps iOS. Et voilà, on sait qu'il y a évidemment un gros potentiel sur le web, mais après ça devient très compliqué. Enfin, c'est assez compliqué d'avoir tu as vite des problématiques cross-canal Mhm. qui sont assez complexes à la fois dans la gestion de tes équipes tech, Mhm. dans la gestion de tes roadmaps produits dès que tu effectivement que tu as des écrans mobiles et des écrans desktop, c'est des problématiques très différentes. Mais aujourd'hui, on en est vraiment effectivement la question se pose d'avoir une vraie stratégie e-commerce web, Ok. puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir une expérience qui soit déceptive sur le web, parce que ça représente quand même, c'est une vraie vitrine pour la Lab. Les gens arrivent aussi beaucoup via le canal web. Mhm. Et donc on peut pas avoir une expérience qui soit dégradée là-dessus. Donc on est vraiment en train de remettre à plat les bases de notre expérience e-commerce. Mais pour revenir à ta question du parcours client, on va se focus sur le mobile. Mhm. Euh, Écoute, c'est un parcours client assez classique, hein, mais avec un onboarding, une découverte de l'app via des tutos, après dans le funnel une expérience de création de tes produits. Ok. Donc tu vas avoir des view creators qui sont assez différentes en fonction de si tu crées un livre photo ou si tu crées des tirages, mais bon, ça reste quand même des expériences assez similaires. Mhm. On a un SDK embarqué qui te permet d'éditer tes photos, donc ça te permet de faire des retouches photos si tu le souhaites ou pas. Et puis après, ton bas de funnel, c'est ta view summary et ta view panier, et puis après le paiement. Donc ça, c'est vraiment le parcours, on va dire, classique d'une app mobile. Mhm. Et puis après, sur le post-achat, tu as tout l'automation, on va dire l'automation marketing qui te permet de suivre ta commande, évidemment d'avoir une confirmation que ta commande est bien passée, et puis après de savoir un petit peu où en est ta commande au niveau de la production, au niveau du shipping, au niveau du suivi. Ok. Euh, et voilà, nous on a la chance en fait. Ça a été vraiment aussi une des clés de voûte, un des gros piliers d'importance de la part des fondateurs. Mais c'est vrai qu'on a un business qui est très fractionné. Mhm. Nous, si tu veux, enfin, ça paraît simple hein, d'imprimer ces photos, mais tu as d'abord tout ce qui peut se passer dans l'app. Ok. C'est-à-dire que, mine de rien, tu as pas mal de potentiels points de friction parce que quand tu télécharges 50 photos, que tu te fais un album avec 50 photos, il faut que ton app elle soit stable et elle soit solide. Donc, il faut que ton expérience produit in-app, elle te permette d'être totalement fluide et de terminer ton produit. Et nous, on a la chance parce qu'on a on a un taux de crash qui est extrêmement faible. Donc, l'app est très, très stable. Mhm. Mais tout ça pour dire que tu peux avoir des problèmes au niveau de ton app. Après, il y a tout ce qui se passe au niveau qu'on voit pas, hein, que les clients voient pas, mais de la transmission des commandes au labo.
Ok. Tout ça, c'est également quand tu as scalé et t'en parlais tout à l'heure, mais nous aujourd'hui, on arrive dans des périodes de Noël à les pics de commandes. Pour nous, c'est plus de 10 000 commandes par jour. Ah ouais, quand Donc même. quand tu transmets plus de 10 000 commandes par jour à tes labos, il faut que derrière en termes de tuyauterie, on va dire, Faut que ça aille vite. il faut que ça aille vite, il faut qu'il n'y ait pas d'erreurs également. Ça peut arriver d'avoir soit des erreurs dans la réception des commandes de tes clients ou de la transmission au labo. Donc, tu as pas mal de points potentiels de friction. Donc, il faut que ça marche aussi très bien. Ok. Et puis après, tu as toute la partie shipping. Et là, c'est pareil. Il faut que tu aies du suivi sur ta commande. Il faut que le client ait une visibilité sur son produit. Et enfin, tu arrives, quand tu réceptionnes ta commande, tu as tout ce qui est l'unboxing, donc la réception de ta commande. Comment est-ce qu'on peut créer une expérience positive au moment de l'unboxing et pas juste faire que ce soit Des la photos. réception d'un paquet lambda. Donc là aussi, on met plein de goodies dans les commandes, des jeux à gratter, des origamis, et ça c'est hyper important aussi pour l'expérience client et dans ta note de satisfaction client. On y Et arrive. donc tout ça pour dire qu'il faut maîtriser tous ces pans de la chaîne et de toute cette chaîne d'expérience Mhm. pour que ton expérience client soit aussi bonne que la nôtre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on a une note moyenne de 4,8 dans les App Store. Mhm. Donc, encore une fois, pour revenir à ta question, tu peux toujours, enfin, c'est difficile d'améliorer ça, mais il faut effectivement continuer à avoir une satisfaction client qui soit aussi forte. Nous, l'enjeu maintenant, c'est plus en termes de volumétrie. On a des volumétries qui sont très très conséquentes sur des périodes de pic très courtes. Mhm. Et du coup, en fait, l'enjeu, c'est d'être bon dans ces moments-là. C'est Ouais, vraiment effectivement. c'est que ta satisfaction client, elle soit très forte dans ces périodes où tu dois absorber une charge qui est extrêmement forte. Ok. Et c'est là que justement qu'il y a encore plein d'améliorations, plein de choses à automatiser, des process, des outils à optimiser pour que l'expérience utilisateur soit encore meilleure que dans les temps dans les pics d'activité comme les fins d'année où on a encore une fois des dizaines de milliers de commandes par jour. Bah, sur des dizaines de milliers de commandes par jour, il y a toujours des choses qui se passent pas forcément bien à 100%. Nous, on a une grande majorité de nos colis qui sont nos envois qui sont des envois qui sont non suivis par la poste. Ah. Et donc, quand tu te retrouves en période de Covid avec des capacités, des services postaux qui sont en surcapacité, que tu as un petit peu de retard là-dessus, bah, ça crée énormément de contacts clients et de frustration, notamment au niveau des clients qui ne savent pas forcément se trouvent leurs commandes. Et bah, nous, tout l'enjeu, c'est d'améliorer nos outils pour pouvoir leur donner des solutions. Et on a quand même réussi à bien s'adapter cette année Mhm. pour pouvoir y répondre. Ok, ok, super clair. T'as déjà annoncé ma question d'après, vraiment, mais tu lis dans ma tête, c'est incroyable. Je voulais qu'on parle aussi un peu de justement de score, de loyauté, de rétention finalement, parce que tu l'as mentionné, hein. Avoir des clients c'est important, mais les garder c'est très bien pour perdurer. On entend fréquemment parler du NPS, donc le Net Promoter Score, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ouais. un score sur 10 qui juge finalement la qualité de votre expérience. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment important pour vous ou est-ce que vous avez d'autres indices que vous préférez au NPS comment vous gérez tout ça? Ouais. Et surtout, Alors, une question qui revient juste pour finir tout ça, c'est comment est-ce que vous faites pour gérer les détracteurs finalement de la marque, parce que tout le monde a des détracteurs, et c'est quoi la manière la plus efficace que vous avez pour obtenir du feedback en fait? ouais, très clair. Alors nous, le NPS, on vient de le mettre en place Mhm. pour pouvoir justement se comparer un petit peu, puisque c'est un score
C'est un score, on va dire référence, qui permet de comparer un petit peu ton expérience utilisateur parmi différentes industries. Ok. Donc nous, on l'a mis en place il n'y a pas longtemps, mais depuis le début, il y avait déjà des boucles automatiques euh, d'interrogation des clients, que ce soit après la commande ou après leur expérience d'achat ou après la réception de la commande. Mhm. Donc on a toujours sondé, on a toujours été dans le hyper proactif pour comprendre et pour avoir des retours clients. C'est hyper important pour nous depuis le début. Mhm. Donc on l'avait pas formalisé sous forme de NPS, mais il y avait plusieurs façons d'avoir des retours et des remontées clients. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis pendant longtemps de nous améliorer, de proposer des nouveautés produits, de proposer des nouvelles choses aussi. Mais aujourd'hui, ce NPS, oui, effectivement, il est en place. Alors moi, j'ai en tête une note plutôt, enfin, j'ai en tête une note moyenne de plus de 40. Mhm. Je crois que je sais que c'est plutôt pas mal dans l'industrie du e-commerce. Mhm. Donc nous, évidemment, c'est hyper important pour nous d'avoir ces retours. Une des notes, j'en ai parlé, mais un des KPI qui est également extrêmement important, c'est la note des App Store. Mhm. La notation dans les App Store, c'est vraiment clé puisque c'est un indicateur de fiabilité, de qualité de ton application. Et au moment du téléchargement, pour les nouveaux clients, quand tu as plus de 90 000 reviews et une note moyenne de 4,7, 4,8, ça prouve que ton service est bon. Mhm. Après, il faut faire attention parce que souvent, justement, tu parlais des détracteurs. Quand on a des mauvaises notes dans les stores ou des mauvaises reviews, c'est souvent lié à une mauvaise expérience au niveau du shipping ou de la commande, et pas forcément au niveau de l'expérience produit, au niveau de l'expérience de l'application. Donc souvent, c'est malheureusement, c'est pas un gage de qualité de l'application, mais souvent c'est lié à des problèmes que les personnes ont pu avoir. Euh, une commande qui a pris du retard ou un produit. Mhm. On a plusieurs labos un peu partout en Europe, donc parfois quand les gens commandent un livre photo et des magnettes, la commande est scindée en deux, elle provient pas des mêmes labos, donc il y a un produit qui arrive avant un autre produit. Mhm. Et du coup, ça peut créer des frustrations. Mais les détracteurs, on a la chance encore une fois, de pas en avoir, beaucoup. Ok. Et ces personnes-là se manifestent encore une fois vraiment pendant les pics, les pics d'activité. Mhm. Et comment on essaye de gérer ça? Nous, on a un service client qui répond systématiquement à tout le monde. Mhm. Et on essaye d'aller répondre sur euh, tous les canaux, on va dire, de satisfaction, mais on répond dans les App Store, on répond évidemment à nos demandes directes, on répond dans les Google Store et dans les App Store, on va répondre sur du Google Business également, donc Mhm. les notations qu'on a pu recevoir sur Google. Et on a une politique très, on va dire, très flexible en termes de crédit. On essaye, enfin, dès qu'il y a une mauvaise expérience, on est hyper flexible pour essayer que la personne, justement, ait une bonne expérience. Donc, on donne systématiquement des crédits si on se rend compte que c'est quelque chose qu'on a mal fait. Mhm. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on est aussi bien noté et que le NPS est aussi élevé, c'est parce qu'on arrive à trouver des solutions justement pour arranger tout le monde. Ok, ok, super clair. Du coup, on va finir le podcast avec une dernière question par rapport à plus la communication et la valeur de marque. On a parlé des avis clients, mais on n'a pas parlé d'un truc, c'est les RP. Moi, quand je vais sur votre site, je vois des avis de Madame Figaro, de JQ, de Glamour, etc. Et c'est quelque chose dont on n'a pas du tout, enfin, qu'on n'a pas du tout abordé dans le podcast et surtout dans l'equity de la marque et à quel point c'est important. J'aimerais bien savoir pour toi, à quel moment de la vie d'une entreprise c'est important de se focus sur ce genre de validation extérieure du marché.
Mais je pense que c'est hyper important pour une boîte qui disrupte qui disrupte un marché, qui change un peu les codes, les codes établis. Mais aujourd'hui, nous, le marché de l'impression photo, c'est un marché qui existe depuis très longtemps. Mhm, Il y a pas, c'est pas forcément un sujet qui trouve beaucoup d'engouement auprès des journalistes, à part pendant les fêtes, si tu veux, dans les idées cadeaux, ce genre de choses. Mais mhm, euh, il y a pas, c'est pas nous les RP, c'est un levier c'est un levier complémentaire qu'on essaye de travailler, mais si tu veux, le sujet de l'impression photo est pas forcément un sujet qui va intéresser beaucoup les journalistes. mhm. Euh, donc nous, aujourd'hui, par contre, on travaille beaucoup l'influence marketing, Ok. que ce soit la macro et la micro-influence. Mhm, Et, et, et c'est un peu via ces influenceurs, justement, qu'on essaye d'avoir de la prescription, pas forcément via les médias traditionnels, mhm. parce que c'est quand même un levier où justement qui est beaucoup plus direct en termes de réponse. Mhm, Donc quand un influenceur parle de toi ou met en avant ton produit ou ta marque, mhm, bah, tu as un retour direct sur les ventes, alors que sur des RP, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Euh, et encore une fois, sur notre industrie, sur notre secteur, malheureusement, c'est difficile d'avoir des retombées, des retombées presse ou des retombées médias. C'est pas forcément un sujet mhm. qui est très évocateur pour les médias. Voilà. Ok, ok, ça marche. Bon, bah super, ça, ce sera le mot de la fin pour cette émission. Déjà, je voulais te remercier d'avoir pris le temps de venir nous partager un petit peu voilà, tes tips, tes conseils pour la communauté. J'espère que pour ceux qui nous écoutent actuellement, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas toujours à nous mettre 5 étoiles sur ces différentes plateformes ou à liker la vidéo si vous la regardez directement sur YouTube. Ça aide toujours à développer l'émission et à attirer des invités qui sont toujours plus qualitatifs. Voilà, n'hésitez pas à le partager aussi à une personne que vous connaissez dans votre entourage qui aime le marketing ou qui s'intéresse à ce genre de problématique, que ce soit directement pour son entreprise ou pour l'entreprise de quelqu'un qu'elle connaît. C'est toujours Eddy, votre animateur pour cette émission. Et je vais laisser le mot de la fin à Romain pour terminer cet épisode. Est-ce que tu as une question pour moi? Ça, c'est quelque chose que je ne fais jamais, mais bon. Eh ben, déjà, merci Eddy, merci pour ce moment, pour cet échange. Toujours un plaisir de pouvoir partager sur une marque et une entreprise que j'aime. Est-ce que j'ai une question pour toi? Je ne connais pas bien encore cet univers Mhm, des podcasts, mhm. mais quelle est la suite, justement, vers où, jusqu'où tu vas aller Avec le avec, podcast. avec ces podcasts, ouais. Bah, jusqu'où est-ce que je vais aller avec le podcast? Déjà, dernièrement, on a eu droit à deux belles marques B2C. C'était la première app, finalement, que je fais venir sur l'émission. Donc, du coup, j'aimerais bien aller voir aussi ouais, plus de personnes dans la tech. C'est vrai que c'est un milieu qui est un peu plus fermé, avec des gens qui ont un agenda qui est plus serré. Donc, donc, du coup, ça va être un peu plus difficile. Mais ouais, déjà, dans un premier temps, je pense que si j'arrive à aller nous chercher des petites pépites de la tech pour qu'elles viennent aussi nous expliquer, et puis surtout dans le B2B, parce qu'on n'a pas encore eu droit à ça sur le podcast, ce serait super cool. Bon, bah merci pour cette dernière question, merci pour ce mot de la fin. On va s'arrêter là pour cette émission. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt.